les 4 rois. Il n'y a pas de triche, il faut me faire confiance un tout petit peu quand même. Et donc, voilà, ok? Donc, 4 rois, ok? Et ces 4 rois, ils vont obéir à une passe magique, qui est la passe du magicien. Donc, c'est quoi? C'est tout simplement, je vais mettre un premier, mes 4 rois, les 4 rois, ils sont face en bas, d'accord? Et quand on décide de retourner un seul roi, donc on a un roi retourné, les rois sont retournés ici, et là je retourne un roi. Et bien magiquement, par sympathie, on ne va pas dire par luminescence, hein, mais par sympathie, tous les rois se retournent. Ah, vous voyez pas. Le... voilà. Et alors, si je retourne de nouveau un roi, les autres sont face en l'air. D'accord? Et si je retourne un, c'est magique parce que d'un seul coup, tous les rois se retournent. Et je peux refaire hein, comme ça. Si je retourne, donc tous les rois sont face en bas ici. Là, celui-ci, je vais le retourner. Et quand je le retourne, tous les autres se retournent. Voilà, c'est Merci. indéfini. Hein. Ça, c'est Voilà. luminescence. Ça, c'est luminescence, ça, Olivier. Ça, c'est luminescence. Bon, la magie est proximité normalement, hein, donc il faut être à côté. Hein. Bon, enfin, là, tu étais Là, en plan. on avait les cartes très proches de nous. Hein. Voilà. Alors, ravi de t'accueillir dans cette table ronde, sachant que Philippe nous retrouvera, Philippe Bobola, à 18h. Alors, qui est ce grand magicien que vous venez de voir faire des tours incroyables? Donc, Olivier Larègle est à multicasquette, multifacette. Je préfère multifacette puisque j'œuvre sur le fait qu'on est tous des diamants. Donc, parmi ces facettes, il est aussi philosophe. Tu diriges un centre, l'espace Léna à Biarritz, où Tout à fait. il se passe beaucoup de choses, où voilà, vous mettez en avant bien sûr toute la philosophie et bien d'autres activités aussi. Et, euh, et du coup, ce qui est toujours intéressant, comme on est dans la diversité des savoirs, dans le décloisonnement des savoirs à Merkaba, on aime bien interpeller, comme vous avez déjà pu le voir pour les rencontres précédentes, mais on aime bien aussi interpeller donc toute autre communauté de savoir. Et on s'est dit, mais puisque voilà, il n'y avait plus de présentiel et il n'y avait plus d'ateliers collectifs, on s'est dit, bah, tiens, il y a une petite place qui s'offre pour qu'Olivier, puisqu'il ne pouvait pas venir en présentiel, et pour que et Olivier puisse nous parler philosophiquement de ce que tu peux comprendre de la luminescence. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, pour les personnes qui sont là, on a déjà abordé la source et la transition. Donc, j'ai vu que tu étais intervenu, que tu as écouté un petit peu dans la transition, Olivier. Et Oui, j'ai écouté en début d'après-midi. ouais, voilà. Et donc ici, tu as autour de toi, tu as un auditoire qui a entendu, qui a écouté beaucoup de choses. Et donc le principe de cette table ronde, c'est vraiment le principe de cette table ronde, c'est que tu puisses déjà nous parler de ta définition, toi, philosophiquement, de ce que tu comprends de la luminescence. Et après, la table ronde, c'est-à-dire que là, c'est pour ça qu'on laisse tout le monde vidéo, micro allumé. C'est, sauf s'il y a du bruit derrière, voilà, vous éteignez votre micro, mais pour qu'on puisse te poser des questions pour aller encore plus loin dans peut-être notre compréhension ou voir un nouveau prisme de ce qu'on entend de nous de la luminescence. Tu es d'accord avec D'accord, ça, Olivier, hein? d'accord, d'accord. Ok, Pas de ça va. problème. Moi, je ferai ce que je peux. Hein. Je ne suis pas un grand spécialiste de la luminescence, hein, mais je Bah, vais en parler de non la plus. façon la plus philosophique possible. Ben voilà, c'est ça. Et puis après, dis-toi, Voilà. dès 18h, tu as ton compère Philippe Bobola qui... Oui, oui, oui. Donc, premièrement, je vais essayer de redéfinir un tout petit peu qu'est-ce qu'on entend par philosophie. Parce que bien souvent, dès qu'on dit le terme philosophie, on a l'impression qu'on a affaire à des intellectuels, à des gens du savoir. J'ai bien aimé la présentation. C'est Yannick sur l'eau. Oui, Yannick. Quand il a dit qu'on lui avait dit de lâcher les savoirs. La philosophie, elle est faite pour lâcher les savoirs. Elle n'est pas faite pour acquérir du savoir. Euh, donc la philosophie, dans l'Antiquité, c'était pas simplement une encyclopédie sur deux pattes. Ceux-là, ils avaient un autre nom. Ils n'avaient pas un nom de philosophe, ils avaient un nom de sophiste. Les sophistes, c'était les grands intellectuels de l'époque qui se faisaient payer très cher, comme aujourd'hui du reste. Les grands intellectuels ou les grands sophistes de notre époque
se font payer très cher pour une conférence, se font payer très cher pour la distribution d'un savoir. Et le philosophe, c'est pas ça. Le philosophe, c'est celui qui essaie de mettre sa vie en harmonie, et donc de traduire sa vie par un comportement. Alors, ce comportement de vie peut être très proche de la luminescence. Parce que la luminescence, en tant que telle, c'est dans le mot, il y a le mot essence. Essence, dans le sens qu'il y a le mot essentiel. La luminescence, c'est toucher l'essentiel des choses, au moins au niveau philosophique. C'est-à-dire, c'est aller vers le cœur des choses. C'est ce qui apporte de la lumière sans qu'il y ait nécessité de frottement. Alors, qu'est-ce qui peut apporter de la lumière à l'intérieur de nous sans que ce soit forcément des frottements, soit de comportement, soit de friction avec les autres, etc. Qu'est-ce qui m'apporte de la lumière? C'est la capacité de retrouver à l'intérieur de moi une petite forme d'intuition, une forme donc de vie intérieure, d'écouter une voix. Et la philosophie antique, il y avait un grand monsieur, un grand philosophe de l'Antiquité qui s'appelle Socrate, que tout le monde connaît. Ben, il a fait de la luminescence sans le savoir, parce que en fait, il a écouté sa voix intérieure. Et cette voix intérieure, c'est le premier à lui donner un nom clair. Il l'a appelé son daimon. Son daimon, c'est celui qui entend une voix intérieure. C'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un rapport avec sa conscience. C'est-à-dire, on a tous une petite voix intérieure qui nous parle. Et ce petit Jiminy Cricket qui est à l'intérieur de nous, eh bien, il apporte sa puissance de lumière. Et cette puissance de lumière, eh ben, c'est cette capacité de pouvoir se connecter à l'essentiel. Voilà. Donc la luminescence, le philosophe et la luminescence, c'est la capacité de pouvoir traduire sa vie en comportement et non simplement en savoir. Pour traduire sa vie en comportement, ça demande une chose essentielle, savoir et avoir le courage de la désidentification. On passe notre temps à vouloir s'identifier à telle ou telle chose. Or, l'expérience du vide est absolument nécessaire, l'expérience du rien est absolument nécessaire pour trouver son essentiel. Cet essentiel, il a un autre nom, c'est l'être. L'être. Nous sommes tous en quête d'être pleinement ce que l'on est. Et pour être pleinement ce que l'on est, on ne peut pas le recouvrir de savoir. On doit le recouvrir d'attitude de vie, de capacité de trouver la grâce, de capacité de trouver l'inspiration, de capacité de trouver la véritable connexion, pour sentir qu'en l'intérieur de nous, il y a un canal qui se fait, et ce canal apporte de la lumière. Cette lumière, elle se traduit chez nous par la brillance d'un regard, par la capacité d'un sourire, par un visage qui dégage une véritable empathie. Donc, c'est la capacité de traduire que la personne, elle a un côté réellement canal. Elle reçoit quelque chose. Alors, dans un terme un peu pompeux, philosophique et anthropologique, ça s'appelle le principe lumineux, le côté lumineux des choses. Le côté lumineux des choses, c'est la capacité de capter la dimension sacrée de la vie. Et donc, voilà. Donc, la philosophie n'est pas forcément une connaissance de savoir. La philosophie, c'est une véritable capacité de trouver une véritable luminescence intérieure, c'est-à-dire la connexion à un essentiel. C'est une première étape qu'on pourrait donner par rapport à cette notion de luminescence. D'accord? Voilà. Donc, il y a plusieurs philosophes qui vont parler de luminescence sans forcer la nommer luminescence, puisque la luminescence est la capacité d'offrir de la lumière. Il y a déjà une civilisation qui en parle très très bien. Une civilisation qui parle très très bien de la luminescence, c'est l'Égypte, puisque l'Égypte parle du parcours de la lumière. Le soleil est divinisé, mais pas que le soleil. Ce qui est divinisé, c'est la capacité d'aller trouver la lumière intérieure. Et tout le parcours du temple en Égypte, toute la capacité de rentrer à l'intérieur du temple en Égypte a été conçue
pour aller chercher la lumière. À tel point qu'on partait d'une lumière extérieure pour toucher une lumière intérieure. Dans le sens que le parcours du temps commence par une cour carrée à ciel ouvert, totalement libre, totalement sous les rayons du soleil physique. Et au fur et à mesure qu'on rentre dans le temple, se met en place un plafond. Et se met en place un plafond, et lentement et progressivement, on avance vers l'obscurité. C'est voulu, hein? La deuxième salle, la première salle, c'est une salle totalement lumineuse. La deuxième salle, elle est légèrement couverte, ça s'appelle la salle hypostyle. Et la salle hypostyle, c'est comme si on avait la sensation d'être dans une forêt qui filtre la lumière et qui laisse passer les rayons, mais pas pleinement. C'est légèrement obscurci. Et c'est la phase qui est à la fois des doutes, des interrogations. Est-ce que je continue à avancer? Est-ce que je continue pas à avancer? Est-ce que je fais marche arrière? Voilà. Est-ce que je trouve en moi d'autres moyens pour avancer vers la lumière? Et ensuite, ceux qui ont le courage, ils vont dans la troisième salle, qui est le Sancta Sanctorum, ou le Naos, dans lequel va se trouver le Naos. Et là, c'est complètement obscurci. Le plafond ne laisse plus passer la lumière. Il n'y a qu'une seule, il n'y a que la statue d'un dieu. Et si on continue un tout petit peu, il y aura un rayon de lumière qui va venir frapper la figure, la statue du dieu. Et ce rayon de lumière, pour les Égyptiens, c'était la divinité. Voilà. Donc, le principe de luminescence en philosophie, c'est ce qu'on appelle trouver la lumière intérieure. Cette notion du parcours du temps va être reprise par Platon. Platon, qui lui-même est passé longtemps en Égypte et a vécu quelques années en Égypte, il va mettre en image et en scène ce parcours de la lumière avec ce qu'on appelle l'allégorie de la caverne. Et l'allégorie de la caverne, c'est tous les gens qui ont le courage de rompre avec les chaînes qui enchaînent à la fois aux préjugés, aux qu'en dira-t-on, aux us et coutumes de son époque, à tous les faits établis qui fait de nous soit des gens bien pensants, bien normatifs par rapport à une époque et par rapport à un temps. Et puis il y a le courageux qui sent que la lumière est ailleurs. Et Platon dit que cette lumière, elle est dans le monde des idées. Et dans le monde des idées, c'est là où va se trouver ce monde de la luminescence, ce monde de pouvoir apporter chaleur sans qu'il y ait nécessité de frottement. Voilà. Et donc là, ben, on va aller rencontrer ce monde des idées. Ce monde des idées, Platon va l'appeler le souverain bien. Le souverain bien, il est composé de plusieurs vertus. C'est une sorte de synthèse de vertus. La vertu du bon, la vertu du bien, la vertu du vrai, la vertu du beau, la vertu du juste. Et tout ça, ça construit ce qu'on appelle le souverain bien. Et je crois qu'on a tous un rêve intérieur. On a tous les gens qui participent de ce séminaire, qui participent de Merkaba ou d'autres, ou qui ont des intérêts qui sortent de l'ordinaire. Si on creusait à l'intérieur de nous, si on avait la capacité d'aller interroger le daimon qui nous fait mettre en mouvement, eh bien, on verrait qu'on est sous-tendu et qu'on est motivé par la nécessité d'œuvrer pour quelque chose de plus beau, de plus juste, de plus harmonieux, et de ce qu'on pourrait appeler un jour, on l'espère, l'homme en paix et une humanité en paix. C'est un rêve, et ce rêve, pour l'accomplir, eh ben, chacun doit avoir le courage de rompre avec la caverne pour aller vers le monde des idées, le monde de la luminescence. Voilà, pour une première introduction hein, simple. Après, je peux continuer, hein, mais je vais continuer. Peut-être qu'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? C'est clair? Ouais, c'est C'est clair. super, merci beaucoup, Olivier.
Bon, Voilà, bah écoutez, je vais. sinon, Oui, moi, j'ai vas-y. une question je pense à nous, tu sais, dans cette, trilogie, dans cette clôture de trilogie, on a il y a 5 rencontres et du coup, lorsque tu parlais, tu sais, de ce parcours en Égypte, quand tu rentres dans cette pièce lumineuse, l'autre où après il y a un plafond et où tu es dans le noir et après il y a le rayon et là, il y a l'être divin et du coup, nous, dans ces rencontres, ça s'appelle la source, la transition, la couleur, le langage et après la profondeur. Est-ce que tu est-ce que ça te fait penser à ce parcours-là que tu connais? Est-ce que ça peut être une parallèle par rapport à ce que tu nous as décrit? Ah oui, alors la source, je le mettrai plutôt à la fin, moi. Ah. Tu as dit la source, la transition? Alors, tu as la source, la transition, après tu as la couleur, le langage et tu as la profondeur. D'accord. La source, ça veut dire, dans ce cas-là, c'est le lieu dans lequel je suis né ou c'est le lieu dans lequel C'est ton point de départ. Si tu veux, peu importe, Ah, hein. c'est le point de Moi, c'est le départ. point de Le point départ. de départ. Et moi, OK. ça me fait penser à cette pièce, là où tu dis où on est à l'extérieur avec Dans cette la lumière caverne. sur La nous, caverne. quoi. Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. De toute façon, une vision ternaire de l'évolution de l'homme, encore une fois, c'est un archétype. Personne n'a inventé ce processus puisque, en fait, cette vision ternaire de l'évolution de l'homme, elle existe dans toutes les traditions du monde. Mmh. Dans toutes les traditions du monde, c'est un point commun. Le chiffre 3 représente toujours la voie de l'évolution et la voie de la capacité d'aller du multiple vers l'unique, le 1. Donc, et ce 1, ce n'est pas le chiffre 1, c'est le 0. Mmh. Parce que le 1, ce n'est pas 1. Le 1, c'est 0. 0, c'est ce qui contient tout. Et quand 0 décide de devenir lui-même, il utilise les nombres pour se manifester. Mais quand 0, c'est l'unité, c'est la source essentielle, c'est le point d'unité. Et quand 0 souhaite sortir de lui, eh ben, c'est comme le poussin qui sort de l'œuf. Voilà. Et le poussin qui sort de l'œuf, ça s'appelle les nombres. Voilà. Et donc, les nombres, voilà, il y a toute une évolution dans les nombres. Donc, la vision ternaire de l'homme, elle n'est pas propre à une époque, elle n'est pas propre à une civilisation. C'est un patrimoine de la tradition de l'homme. C'est le patrimoine de ce qu'on pourrait appeler de l'humanité. Voilà. Et donc, oui, ce parcours, ce que tu viens de dire, ça peut parfaitement rentrer là-dedans, puisque la profondeur, c'est la capacité de se connecter à, à une divinité, à un point lumineux, sans aucun support extérieur. Les Égyptiens appellent ça l'abstraction totale. Les bouddhistes pourraient appeler ça la vacuité. C'est-à-dire, c'est le vide totalement plein, mais c'est vide. Voilà. Mais je pense que qu'est-ce que c'est que vivre? C'est se vider, c'est toucher le vide, avoir l'expérience du vide. Au départ, euh, on veut être tous un peu sauveurs du monde. On veut être sans vouloir faire aucun affront à personne, on veut être tous les grands thérapeutes du monde. Ben non. Et quand on va tomber, quand on va avoir des désillusions, soit on raccroche les chaussures et on dit stop, c'est pas pour moi, soit on est capable d'en faire la capacité de se vider intérieurement pour aller toucher un autre essentiel, pour se désillusionner de quelque chose. Puisque le chemin vers la vérité, c'est la capacité de sortir de ses illusions. Moi, il y a une phrase qui pourrait aller, c'est en parlant hein, que cette phrase me vient. Il y a un proverbe zen que j'adore. Il y a un proverbe zen qui dit avant l'éveil, les montagnes sont des montagnes. Pendant l'éveil, les montagnes ne sont plus des montagnes. Après l'éveil, les montagnes sont des montagnes. Voilà. C'est cette attitude de vie, elle existe pour tout. La relation humaine, par exemple. Prenons la relation humaine. On rencontre quelqu'un. Avant de toucher sa profondeur,
Donc, le troisième niveau. Avant de toucher à sa profondeur de l'autre, son intimité, son altérité, son amitié, sa partie sacrée, avant de la toucher, bah, c'est un prénom. C'est un prénom, c'est une description. Voilà. Les montagnes sont des montagnes. Après, on établit une relation avec cette personne. Les montagnes ne sont plus des montagnes. C'est-à-dire, elle devient cauchemardesque, la personne. Elle porte tous les surnoms, on lui attribue, on dit, elle n'est pas sympa, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Voilà. Et on peut arrêter même la relation. Et puis on se dit, bah non, peut-être que je regarde mal tout ça. Parce qu'on s'aperçoit que ça, on l'a avec une autre personne, puis on l'a avec une autre, puis on l'a encore avec une autre. Puis on se dit, mais peut-être que je ne suis pas capable de toucher la partie essentielle de l'autre. Et cette partie essentielle de l'autre, ça s'appelle sa profondeur, son intimité, son mystère, sa luminescence, sa partie lumineuse, réelle, qui est propre à chacun, et sur laquelle je peux faire aucune projection de moi ce que j'attends. Alors, de nouveau, la personne devient une montagne, c'est-à-dire, mais là, c'est plus la même. C'est la montagne de la simplicité, c'est la montagne de pouvoir voir que l'autre est porteur d'un mystère et que nous sommes tous, nous les humains, des porteurs du mystère. Et en tant que porteurs du mystère, eh ben, lentement et progressivement, des collectivités humaines ou tout simplement des hommes qui s'enfantent au mystère font naître lentement et progressivement la société belle pour demain et non un souhait particulier. La société belle pour demain, c'est l'accomplissement que chacun pourra faire en lui-même et pour lui-même et surtout pas pour l'autre, pour lui-même, au plus profond. Et je pense que, aussi bien Karine que Sandrine, ben, en vivant tout ce que vous vivez, et moi je peux vous dire, puisque ça fait 45 ans que je vis ça, eh bien, on se désillusionne, on touche des vides. Et touchant des vides, on touche les essentiels. Donc, on touche sa luminescence et sa capacité véritablement à rayonner. Voilà. Sans vouloir faire une projection X sur quoi que ce soit. Donc, ce parcours ternaire, il est dans toutes les traditions. Et puisque tu me poses la question, ça me fait rebondir sur un principe essentiel du parcours ternaire. Moi, je suis un peu comme Philippe, hein. Si on appuie sur le bouton magnéto, ça peut durer tout le temps. Mais c'est ça, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions à poser à Olivier. Hein. Mais c'est passionnant. C'est passionnant, mais voilà, vous avez vécu des choses et à la fin, on ne fera pas comme aux rencontres. Hein. Il n'y aura pas le temps où vous poserez vos questions. Là, c'est les tables rondes, c'est justement en direct. Voilà. Donc, ce parcours ternaire, il a été traduit encore une fois par un homme qui s'appelle Joseph Campbell. Joseph Campbell, c'est celui qui a inspiré Lucas, qui a inspiré Borman, qui a fait Excalibur, Lucas qui a fait Star Wars, Borman qui a fait La Forêt d'Émeraude. Cet homme-là, il a étudié tous les mythes héroïques du monde entier. Il a fait un livre qui s'appelle Le héros aux 1001 visages. Et ce héros aux 1001 visages, il obéit à une évolution ternaire dans toutes les traditions. Et cette évolution ternaire, on pourrait dire que c'est la source au départ. La source, c'est quoi? C'est la préparation. C'est, voilà, avant de se lancer dans l'aventure, il y a une préparation. Après, il y a une traversée. C'est tout ce que tu as dit avec le langage, les symboles, je ne me rappelle plus tout ce que tu as dit. Et donc, il y a une traversée. Dans cette traversée, on rencontre plein de choses qui peuvent nous faire dévier. Dans cette traversée, sous chaque pas qu'on fait, se cache un serpent lové, se cache le noir de l'expérience du pas. Et
Et ensuite, en avançant un peu plus, eh bien, on va trouver le but, enfin, la source véritable, enfin, l'origine, et ça s'appelle le retour. Le retour, c'est revenir à la source, mais en ayant accompli le chemin. C'est comme le matin, quand on part de la maison, on y revient le soir, mais on y a accompli une journée. Et quand on revient le soir à la maison, eh ben, tout simplement, on fait une petite synthèse de ce qu'on a vécu de la journée. Le retour, c'est, voilà, on revient avec un accomplissement dans l'endroit d'origine. Alors, je peux rebondir, Olivier, parce Ah que bah oui. Olivier aussi, on a oublié de le dire, s'intéresse beaucoup au Petit Prince de Saint-Exupéry et il a écrit une analyse que j'ai lue et qui m'a beaucoup servi et je pense qu'il sert beaucoup, beaucoup de personnes quand on a lu Le Petit Prince. Et là, lorsque tu parles de ça, j'ai le sentiment que tu nous parles aussi du Petit Prince, tu vois, de tout ce que tu as pu analyser sur le Petit Prince dans ce parcours. Et est-ce qu'alors du coup, le Petit Prince est-il le symbole de la luminescence? Bien sûr, bien sûr. Tu sais pourquoi? Je ne voulais pas en parler, hein. Nous, on voulait. Voilà, nous on voulait. Non, mais c'est vrai, parce que, bon, le Petit Prince, c'est déjà, c'est une inspiration qui est venue chez Saint-Ex et non un souhait de Saint-Ex. D'abord, c'est une demande qui est extérieure à lui et non une demande qui vient de lui. Je passe. Il ne voulait. Tous ses livres sont des livres de choix, mais Le Petit Prince, c'est pas lui qui l'a choisi. C'est quelqu'un qui lui a demandé de l'écrire. Et lui, du Petit Prince, il ne sera rien de ce livre, puisque comme vous le savez, Le Petit Prince a été est paru, sa première parution a eu lieu le 6 avril 1943, et Saint-Exupéry en Amérique. Et Saint-Exupéry est parti d'Amérique le 2 avril 1943. C'est-à-dire qu'il n'a jamais vu une seule édition du Petit Prince. Or, dans Le Petit Prince, le meilleur portrait qu'il ait pu faire de lui, qui est au chapitre 2 du Petit Prince, on le voit en roi. Mais si vous regardez la tête du Petit Prince, c'est un soleil. Mais c'est voulu, hein? C'est un soleil. Puisque le surnom de Saint-Exupéry, c'était le roi soleil. Et il a représenté la tête du Petit Prince comme un soleil, comme une luminescence. Parce que le Petit Prince, c'est la quête que tout le monde cherche à trouver. C'est la quête de ce qu'on appelle, dans un langage un peu pompeux, mais en même temps d'actualité, ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Voilà, c'est lui. Génial. Donc, voilà. Et tu peux aller au chapitre 2 du livre, et tu vas le voir en roi avec sa cape, son manteau. Voilà, c'est ça. Ben, regardons bien le visage. Vous voyez que le visage, il est tout rond comme le soleil. Les cheveux sont d'or, mais les mèches des cheveux ne sont pas des mèches de cheveux normales. Ce sont des mèches de cheveux qui représentent les protubérances solaires, comme des flamèches. Voilà, ce sont des flamèches. Voilà, on a rarement les cheveux comme ça. Voilà. Et ça représente des flamèches, et donc cette luminescence. Et l'enfant intérieur, c'est l'être lumineux. C'est celui que l'on cherche. Et de quoi il est fait? Il est fait de toutes les désillusions du monde. Il est fait de toutes les formes de désidentification qu'on a pu faire pour trouver l'essentiel, pour trouver ce qu'on appelle le néfertum, ou ce qu'on appelle véritablement l'enfant intérieur, celui qui est complètement, ou l'être, c'est la même chose, hein. L'enfant intérieur, l'être, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est celui qui a trouvé la vraie simplicité de vie. Au début, les montagnes sont des montagnes, au milieu, les montagnes ne sont plus des montagnes, à la fin, les montagnes sont des montagnes, parce qu'elles sont tout simplement
elles ont trouvé leur vraie simplicité. Voilà. Donc, la luminescence des mystiques, tous les mystiques parlent de la luminescence. Ils parlent de la lumière de Dieu. Ils parlent de cette lumière de l'intuition. Voilà. Et donc, quelque chose qui rayonne de l'intérieur. C'est ce qu'on pourrait appeler dans les textes quelque chose qui rayonne de l'intérieur, cette luminescence, ça pourrait être l'âme, le petit Jiminy Cricket, le daimon, ou dans les Tibétains l'appellent aussi la voix du silence, la voix qui a entendu le silence et qui connaît la profondeur du silence. Parce que trouver cette luminescence, c'est un parcours de vie. C'est vraiment un parcours de vie. C'est une initiation de vie. Et c'est pour ça que tous les gens qui ont le courage de vouloir incarner des choses, faire vivre des choses, au départ, on est plein rempli de belles intentions. Puis des fois, on a nos difficultés, nos épreuves. Ça peut nous dire d'arrêter ou pas. Mais non, il faut continuer parce que c'est en continuant qu'on se vide et qu'on se désillusionne et qu'on fait apparaître de plus en plus le véritable essentiel. Celui qui ne fait rien ne sait pas ce qu'est l'essentiel. Il sait tout simplement ce que veut dire ne rien faire. Mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas celui qui va avec sa canne à pêche sur une barque qui, au départ, comprend l'essentiel. On peut retourner sur la barque avec la canne à pêche, mais en ayant fait le parcours. Ça s'appelle le retour. Et là, on comprend toute la force de la canne à pêche et toute la puissance de la barque. Voilà. Donc, il y a des personnages, il y a des grands mystiques qui ont existé, qui ont parlé de cette capacité de luminescence. Vous avez des hommes comme Maître Eckhart. Tout à l'heure, j'en nommerai quelques-uns. Il y a peut-être Philippe qui va arriver. Quelle heure il est là? 41, ben ça va. Sri Aurobindo, c'est la capacité de vivre la luminescence. Maître Eckhart, c'est 13e siècle après Jésus-Christ. C'est un grand mystique, un grand mystique théologique, philosophe allemand qui a touché Dieu, qui a trouvé cette lumière. Donc, après, il y a cette luminescence, ça peut représenter aussi une certaine fragilité ou la beauté fragile, la beauté hypersensible, la beauté qui touche un essentiel et qui touche le côté indicible de la vie, le côté mystérieux, d'accord? C'est la finesse d'un sentiment, c'est la transparence d'une œuvre. Quand on est devant, la luminescence peut nous mettre devant un ineffable, un intraduisible. Quand on est devant la Joconde, on est devant l'expression de la luminescence. Quand on est devant une œuvre d'art qui touche une dimension de nous où le langage ne peut pas traduire ce que l'on sent, on touche cette capacité de la beauté de la luminescence. D'accord? Voilà. Est-ce que, Olivier, tu nous as parlé déjà, on a eu la chance de t'avoir en conférence sur les 3 niveaux de la magie et qui pouvaient amener justement vers cette luminescence et cette connexion à l'être. Oui. Est-ce que succinctement, tu pourrais nous parler un petit peu de ces 3 niveaux de la magie qui pourraient être une voie Moi, d'exploration? je peux parler de tout. Je vais d'abord terminer par une phrase de Maître Eckhart qui dit ceci. Il y a dans l'âme quelque chose d'éternel, quelque chose qui ne brûle pas, mais qui éclaire. C'est ça la luminescence. Ça ne brûle pas, mais ça éclaire. Et du Alors, reste, en physique, avant que tu... Pardon, oui. vas-y. En physique, la luminescence, c'est quelque chose qui produit de la lumière sans chaleur. Parce que Donc, avant peut-être de partir sur les 3 niveaux de la magie, c'est pas un moment quand tu expliques, tu fais référence à cette luminescence qui est à l'intérieur de nous et à la fois qui est à l'extérieur de nous. Quand tu cites comme Saint-Exupéry que c'est pas lui qui a décidé, c'est venu à lui. Et du coup, est-ce que nous, entre cette lumière qui est intérieure, cette luminescence qui est peut-être miroir à l'extérieur ou l'extérieur miroir à l'intérieur, est-ce que nous, on est sur le « et »
Est-ce qu'on est ce et cette liaison? On a parlé, tu vois, du et justement ce matin. Ouais, j'ai écouté tout à l'heure. Voilà, et justement, je voulais en philosophie, quelle était ta notion du et? Ah Et bah, après, voilà, si tu peux répondre aux 3 niveaux de la magie, merveilleux. oui, oui, de toute façon, il ne peut pas y avoir de luminescence sans logique du et, hein, c'est impossible. La logique du et, c'est la marche essentielle à gravir pour aller vers la luminescence. La luminescence, c'est plus que de la logique du et. Mais on l'atteint parce qu'on a été capable de traverser et de vivre la logique du et. Naturellement, instinctivement et sans éducation intérieure, l'homme obéit à la logique du ou. C'est pour ça qu'il y a toutes les guerres sur Terre, hein. On peut être très intelligent, intellectuellement brillant, un homme de grand savoir, un homme de grandes facultés X ou Y, de grandes compétences aussi, mais pas du tout être éveillé à la logique du ou, à la logique du et être perdu dans la logique du ou. La logique du ou est aujourd'hui majoritaire sur Terre. Elle est majoritaire aussi bien, et il a très bien expliqué à un moment donné, Philippe, avec la démocratie, tyrannie, etc., tout ce qui se passe aujourd'hui. La logique du ou aujourd'hui, elle est dans la plupart des chefs d'État. La plupart des chefs d'État sont baignés dans la logique du ou. C'est une logique de compétition, c'est une logique de confrontation, de bloc à bloc, c'est une logique de colère, c'est une logique de revanche, c'est une logique donc d'exclusion totale qui génère en tout temps esprit de vengeance, esprit de jalousie. C'est une logique démoniaque, la logique du ou, mais elle nous est instinctive. L'homme n'est pas né avec la logique du et. La logique du et est le fruit d'une éducation intérieure. Et c'est ce que la plupart des philosophes appellent la deuxième naissance. La deuxième naissance, c'est naître à la logique des complémentaires. La logique complémentaire, qui n'est qu'un passage obligé pour atteindre l'unité. La logique du et n'est pas l'unité. La logique du et est l'acquisition d'une attitude de réflexion pour aller vers l'unité. Ce n'est pas l'unité. Mais la logique du et est absolument nécessaire. Dès que la logique du et commence à vivre en nous, on perd l'esprit de compétition, on perd l'esprit de revanche, on est à l'harmonie, on va naître à l'empathie et on va naître à la capacité donc de vivre ce qu'on appelle une chose très difficile en tant qu'humain, les contradictions, les paradoxes. Voilà. Donc, et l'aboutissement de tout ça, de la logique du et, c'est la magie, mais la vraie. Oui, parce que la magie, c'est la capacité d'être inspiré. La magie, c'est quelqu'un qui remet le petit moi dans le soi. La magie, c'est quelqu'un qui accepte c'est même pas qu'il accepte, il sent la grande confiance. Il sent qu'il est porté par que l'homme peut être porté par une destinée, que l'homme peut être vecteur de providence, que l'homme peut vivre sa vie comme un rêve, que l'homme peut être tout simplement bercé par l'éternité, qu'il est porteur de l'éternité, et que l'homme est avant tout un infini dans un corps fini. Donc, nous sommes un infini, nous ne sommes pas infinis. La plus grande erreur des traditions de sagesse, c'est de vouloir nous faire devenir sages. C'est une stupidité de vouloir être sage. C'est-à-dire fini. Sauf si on conçoit que la sagesse est tout sauf être fini. Le sage, il est infini. Et quand l'infini nous gagne, l'aventure nous fait vivre. On ne peut pas se contenter d'une vie patachon. C'est pas possible. Quand voilà. Donc voilà. Donc tout ça, c'est pour expliquer que la luminescence, oui, elle conduit à tout ça. Hein. C'est
C'est cette capacité. Donc, dans les 3 niveaux de la magie, c'est toujours pareil. Il y a toujours 3 niveaux. Voilà. Je peux en parler, hein, si vous voulez. Voilà. Donc, moi, j'adore cette phrase de Maître Eckhart. Il y a dans l'âme quelque chose d'éternel, quelque chose qui ne brûle pas, mais qui est clair. Voilà. Et c'est ça la luminescence. Voilà. C'est cette flamme éternelle qui n'a besoin ni d'aliments, ni de mèche pour brûler. Elle brûle. Ce feu du départ. Et nous tous qui cherchons, des fois, on aimerait l'atteindre, mais ce n'est pas l'objectif des humains. Ils ne peuvent pas l'avoir. Ils ne peuvent que la sentir. Ils ne peuvent que s'en rapprocher. Ils ne peuvent qu'en sentir sa chaleur et sa lumière, mais jamais ils ne pourront totalement l'atteindre. Parce que ce n'est pas notre objectif de départ. Vous savez, le stade humain, moi j'aimerais plutôt réfléchir sur ça. Le stade humain est un stade très complexe. C'est un stade très paradoxal. C'est un stade de transition où on sort des 3 lois mécaniques du monde minéral, végétal et animal pour entrer dans un monde de liberté, l'humain. L'humain peut flirter avec l'idée de la liberté. L'animal, il n'en a pas de liberté. Il n'a que des conditions mécaniques de son espèce, mais il n'a aucune liberté. L'homme a une capacité de toucher une liberté. Et cette liberté, elle est divine. Elle n'est pas mécanique. L'homme est capable de s'extraire du déterminisme pour trouver un vrai libre arbitre. Mais au prix de quel effort? D'acquérir cette logique du et. Oui. L'acquisition de la logique du et, elle est fondamentale. Et comme j'ai écouté dans les propos qui étaient donnés, c'est très bien expliqué par différents intervenants. Voilà. Et voilà, tout nous prouve qu'il y a nécessité de cette logique du et. Pour terminer sur ça, sur la logique du et, elle est enseignée aux hommes, au moins pour l'Occident, elle est enseignée depuis 5000 ans. Enseignée. Et si on doute, regardez l'image d'un pharaon. Les premiers pharaons de l'ancienne Égypte, jusqu'à la fin de l'Égypte, enseignaient, ils étaient enseignés. Ce n'est pas les pharaons qui étaient enseignés, c'est que la sagesse égyptienne enseignait à la logique du et. C'est pour ça qu'ils croisent sur leur poitrine le fouet et le crochet. Le fouet et le crochet sont croisés pour expliquer que la gauche et la droite sont croisées pour créer l'unité, que le féminin et le masculin sont croisés, que le crochet et le fouet qui représentent à la fois le féminin et à la fois le masculin. Le crochet, c'est le féminin, le fouet, c'est le masculin. Voilà. Et ça représente aussi le couple en Égypte, enfin beaucoup de choses. Donc, ils avaient enseigné la logique du et. C'est une logique, encore une fois, qui nécessite une éducation, qui nécessite que des gens nous la transmettent et nous éveillent à elle. Et le bouddhisme, la voie du juste milieu, c'est la logique du et qui est enseignée. Le juste milieu, ce n'est pas le milieu symétrique, c'est le milieu des complémentaires. Voilà. Bon. Donc, Normalement, voilà. ouais, normalement, il y a Philippe qui est apparu, on l'a admis. Ah, alors, il est attends, là? mais Oui, 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 il est bonjour, là, Olivier. Philippe, tu es là, Philippe, tu es parmi nous. Oui, oui, Salut bonjour. Philippe, Donc, tu vois, on tu vas était bien? encore. Pardon. Oui, oui, je fais bien, et toi? Eh bien, ça va, en pleine forme. Tu sais, on dirait Ça que fait vous êtes plaisir de à te table voir. dans un restaurant et nous, on est à côté, tu sais, dans le restaurant, on est à côté. Il est dans un restaurant, Philippe? Non, non, mais Non, j'imagine, on non, dirait que non, vous non, êtes je tous les deux suis. sur la même table et que nous, on est à côté, voilà, c'est Ah juste. oui. Mm. Et alors, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire? Ok. On les Alors, a tous endormis.
Alors C'est du un coup, vrai tour de magie. Ouais. bah oui, il en a fait, Karine lui a demandé, bien sûr qu'il nous a fait des tours de magie. Et alors du coup, puisqu'il n'y a pas forcément de questions, moi j'ai envie de vous faire un petit jeu à tous les deux, puis de table ronde. Qu'est-ce qu'un philosophe pourrait poser comme question sur la luminescence à un physicien, et qu'est-ce qu'un physicien pourrait poser comme question de la luminescence à un philosophe? Ouais, mais si tu dis, poses la question d'un physicien à un philosophe, il peut répondre, Philippe, parce qu'il est à la fois physicien et philosophe. Oui, mais Alors que là, moi, je suis pas, là c'est une je de ses suis, facettes en tant que physicien, et toi, voilà, après, vous avez plusieurs facettes, on le sait. moi, je suis pas du tout physicien. Bah, un philosophe pourrait demander à un physicien comment il définit la lumière. Parce il y a un mystère, par exemple, vous prenez une couleur, on peut la définir par une longueur d'onde. Donc, je vous rappelle qu'une onde, c'est un sommet, un creux, un sommet, un creux, un sommet, un creux. Donc, ce qu'on appelle la longueur d'onde, c'est la distance entre deux sommets successifs ou deux creux. La fréquence, c'est le nombre de sommets et de creux par unité de temps. Généralement, on prend comme unité de temps la seconde. Ça s'appelle un hertz. Et c'est pas ça qui vous donnera la chaleur d'une couleur. Donc, la couleur est un peu un mystère. Ça déclenche en chacun de nous quelque chose. Donc, on peut définir la lumière, mais la couleur, qui est une forme de lumière, est difficile à définir. De même, la sensation. Bon, la sensation, on peut dire que si vous recevez un courant électrique, c'est une sensation, mais chacun aura sa perception propre. Euh, alors, un physicien pourrait demander, je vais me demander à Olivier, ce que lui entend Eh, par, tu fais par, simple. par lumière et luminescence. Attends, qu'est-ce que je définis par lumière et luminescence, c'est ça? Oui. Ben, ah ouais, ben, t'es pas là au début, alors je vais répéter. Mais fais un résumé alors, fais un résumé, Olivier. Non, non, mais je rigole. Oui. Ben, comme on dit, la luminescence, c'est la capacité de produire de la lumière sans chaleur. Mhm. Donc, on pourrait, enfin, peut-être que je me trompe et tu me corriges si je me trompe, hein. Non, non. Je pourrais dire que la luminescence au niveau philosophique, moi je l'attribue à la capacité de trouver cette lumière intérieure, c'est la voie de la vie intérieure, Mhm. c'est la lumière de la vie intérieure, c'est la capacité de toucher l'intuition qui est en soi, c'est la capacité de toucher une vertu qui va avec l'intuition, qui est une forme de foi. C'est la capacité de toucher aussi ce que pourrait appeler, comme j'ai dit tout à l'heure, bon, Platon et son parcours vers le monde de la lumière, donc le monde Le des monde de idées. la mythe de la caverne. Oui, dans le mythe de la caverne. J'ai parlé du parcours de la lumière en Égypte, du parcours de la lumière chez Ah, ouais. Platon. Voilà. Donc la luminescence, philosophiquement parlant, c'est cette beauté d'être, c'est l'être intime, c'est la capacité, c'est ce que les mystiques touchent de temps en temps et qu'ils appellent une forme de lumière de Dieu, quoi, une lumière, une lumière qui donne ce rayon de joie qui peut avoir son effet dans une attitude de vie et encore une fois, qui a son effet dans la transparence d'un regard, dans l'éclat d'un sourire, dans un visage qui représente toute une véritable empathie par rapport au monde. Voilà. Après, moi, je trouve qu'il y a des philosophes de la luminescence. Plotin est un philosophe pour moi de la luminescence. Oui, Bergson aussi, parce que Bergson Oui, Bergson aussi. définit Ouais. l'intuition comme l'empathie par laquelle on peut pénétrer à l'intérieur d'un objet. Tout à fait. Donc ça veut dire que l'intuition a un caractère ondulatoire, alors que l'intelligence ramène, dit-il, l'objet à des éléments connus, c'est-à-dire communs à cet objet et à d'autres. Ouais. Donc l'intelligence reste à l'extérieur de l'objet, l'intuition pénètre à l'intérieur de l'objet. Voilà. Alors pour l'Égypte antique, la lumière suprême, c'était le cas. C'était Alors, il y a. voilà, c'était le double de la personne, un double lumineux. D'ailleurs, dans le corps énergétique, il y avait 9 dimensions. On intégrait le nom, le Saoul, le Kem, le Sekem. Enfin, il y avait plein de choses. Oh lui, putain, mais il a progressé. Et Oui, Merkaba, oui. excusez-nous, hein, Merkaba, quand même. Ouais. Merkaba, Oui, bien finalement. sûr. Le cas, d'ailleurs, c'était intéressant parce que
La magie, c'est Eka. Donc on retrouve le Ka. Donc on tombait malade parce qu'on s'était coupé de son Ka, donc de sa lumière. Et le but de la magie blanche, qui était la médecine, c'était de reconnecter la personne à son Ka. Tout Et à la fait. magie noire, c'était de couper la personne de son Ka. Donc dans les deux cas, c'est le moment de le dire, le Ka intervient, soit pour être reconnecté, soit pour être séparé. Tout à fait. Et le cas, c'était la puissance lumineuse du double. Porté à son maximum de potentialité. La Ouais. meilleure définition, je l'ai trouvée dans une exposition qu'on avait vue tous les deux, qui s'appelle Les Vous Portes tous du ciel, qui a été fait au Quai au Branly. Louvre. Au Louvre. Voilà. Non, non, c'était au Quai Branly, le musée Jacques Chirac. C'est au Club Romain, t'es sûr? Ah oui, bien sûr. Ah Et oui. donc, c'était une définition parce que ça a été souvent mal défini le cas. Voilà. Oui, tout à fait. Le mieux qui avait compris ça, c'est Maspero, Georges Maspero, qui était un égyptologue du 19e, qui avait compris ça. Tout à fait. Le cas, c'est le double lumineux, c'est la puissance magnétique aussi. C'est-à-dire quand on est relié à son cas, donc à sa puissance magique, automatiquement, il y a cette luminescence qui apparaît puisqu'on dégage une puissance magnétique. On Oui, tout à dégage, fait. hein, et ça se ressent sur son environnement. La reliance à son cas fait que la personne, elle dégage une nature sacrée de vie. C'est une nature La sacrée. santé, ça se disait Beka. Et on Oui, était en santé quand on marchait sur les traces de son cas. C'est-à-dire que tout à fait. ne marchait pas, on était marché par son cas. Mm. Et le gardien de cette magie-là, le père de cette magie-là, c'est un dieu égyptien que j'adore, qui s'appelle Ptah, Ouais, tout qui à fait. était le père de Eka, qui a été celui qui a donné naissance à Eka. Ptah, un jour, je veux bien faire une conférence dessus. Ptah, c'est le père de la magie et le gardien de la morale. Et donc, celui qui est dans son cas, qui a trouvé son cas, il est aussi dans une morale qui va au-dessus de la morale. C'est Il a quelqu'un atteint qui a la déesse Mat, qui est la déesse de voilà, la justesse. tout à C'est-à-dire fait. qu'il peut incarner la déesse Mat. Il incarne la déesse Mat, tout à fait. Voilà. Faut vraiment partir en Donc Égypte ça, avec vous deux, hein, voilà. hein. Il faut Donc, partir en Égypte avec le philosophe et le physicien. Là, pour retrouver notre luminescence, apparemment, notre cas. ah oui, oui, oui. C'est le pays de la lumière, l'Égypte, hein. C'était le pays de la lumière. Ils avaient parfaitement compris. Et ils avaient compris qu'il y avait deux lumières. Ils avaient compris qu'il y avait quatre soleils. Chaque soleil, il y avait à chaque point cardinal, le soleil portait un nom différent. Il n'avait jamais le même nom. Oui, parce que quand on sacralise, comme disait Philippe tout à l'heure, on nomme. Et quand on nomme suivant l'espace et le temps. Et le Soleil, dans son parcours, il parcourt un espace et un temps, et il va donc nommer les espaces et le temps. Et le Soleil a plusieurs noms. Ah ben, Et Ré Bractis, Ré, Ra, enfin, il y a eu plein de. voilà. Il y a Et, plusieurs noms. et, et le soleil à l'est, il s'appelle Képher. Ouais, Kepler. Et c'est aussi le dieu de la transformation. Et c'est Kepler, le dieu de la France. c'est le scarabée qui transforme Tout à fait. le boule dans lequel il a pondu ses œufs, qui en fait une sorte exogénèse, c'est un exodéveloppement. Et c'est quand on trinquait dans l'Égypte antique, on disait je trinque à tes cas, c'est-à-dire à tes Ouais, transformations. Et les tout à fait. transformations, c'était évidemment les transformations internes. Tout à fait. Et du coup, Hein. tu sais, Philippe, tout à l'heure, Olivier nous a parlé d'un processus pour, tu sais, dans les pyramides, pour toucher la luminescence. Et moi, je voulais te poser la question, toi, en tant que Pas dans la pyramide, dans le temple. Dans le temple. Le parcours du temps. parcours du temps, pardon. Et du coup, et toi, Philippe, alors justement, bah, j'arrive à la pyramide. Est-ce que la pyramide, dans sa géométrie, est-ce qu'elle peut nous amener à la luminescence? Est-ce qu'il y a une... Tu vois, Merkaba, on en a parlé, mais est-ce que la pyramide, justement, puisqu'on reste en Égypte, puisque vous nous mettez dans le tempo de l'Égypte, est-ce que la pyramide peut dans sa structure, nous amener à la luminescence? Oui, à l'intérieur, c'est une onde de forme extérieure et intérieure. Donc, c'est pas par hasard si la pyramide de Khéops était un lieu d'initiation.
c'était pas un tombeau. On mourait à sa personnalité pour s'ouvrir, pour renaître à une autre personnalité. On passait du monde profane au monde sacré. Et la pyramide était l'opportunité de concrétiser ce passage. C'est super, tout à fait. Le mot pharaon, ça veut dire celui qui habite la maison d'en haut. Et Oui, la pyramide, ça représentait la, la maison d'en haut. c'est la maison, Et c'est en grec, on disait Père Aa, la grande maison. c'est ça. Euh, Voilà. Un jour, il faut qu'on fasse une discussion croisée, Philippe et moi, sur l'Égypte. Après, il n'y a pas de hasard. Tout ce qui se présente là aujourd'hui, hein, on le sait, il n'y a pas de hasard. Avec plein de gens qui vous posent plein de questions sur différents aspects. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire? Ah, vas-y, Dominique. Alors, question, Gina aussi. Non, c'est qui? Gisèle? Tu as levé la main? Oui, hein, là, je veux dire, c'est pas vraiment une question, c'est une réflexion. Très bien. Hein. Alors, c'est la réflexion, c'est que lorsque j'ai entendu le mot K, moi, je l'ai reçu, pour ainsi dire, en vibration, hein, sous forme d'un aigle qui me transmet quelque chose. Hein. J'ai eu la sensation de vivre en devis comme la transformation, hein, pour devenir un, c'est-à-dire de 1 à 2. 1 et 2 s'assemblent pour ne devenir qu'un seul être. Et cela, hein, je l'ai ressenti déjà depuis très longtemps au travers de mots et de textes que j'écris. Hein. Chaque mot, chaque lettre constitue les mots, et chaque mot reflète des sons, hein, qui en somme sont des résonances en chacun, des vibrations. Et toutes ces vibrations peuvent être transmises ou voyagent au travers l'air, au travers l'eau, l'eau qui peut porter la lumière du jour, la lumière du soleil, et se reflète au travers et en nous comme un nuage de petite lumière que l'on peut appeler la luminescence. Voilà le fond de la réflexion. Est-ce de la philosophie? Est-ce une transposition par les mots d'un savoir que l'on peut appeler maintenant la science? En ce cas, oui. Est-ce qu'il y a des accords sur ce thème-là? Ça peut être la question finale. oui. Alors, dans l'Égypte, il n'y avait pas de différence entre ce que nous appelons la science et l'ésotérisme. C'était un même continent. C'est avec les siècles, ces continents se sont séparés. Par exemple, dans certaines représentations, on représente un rayon lumineux avec des lotus, un lotus, deux lotus, qui sont accolés les uns aux autres. Or, ce que montre la physique quantique, c'est qu'un rayon lumineux, qu'on appelle photon, transporte un paquet d'énergie qu'on appelle le quantum. Et l'Égypte exprime ce quantum sous forme de lotus, un lotus, deux lotus, trois lotus. Donc ils avaient une vision granulaire de la lumière. Dans certaines représentations, ils avaient une dualité onde-corpuscule parce que les rayons se finissent par des mains qu'on appelle manas. Donc la main, c'est matériel et la lumière est immatérielle. Or, c'est une des propriétés de la physique quantique, c'est qu'une particule, elle est onde et corpuscule, c'est-à-dire elle est à la fois substantielle et vibratoire, ondulatoire, immatériel. C'est les deux réunis, c'est le hic. Et puis dans d'autres représentations, on a un rayon lumineux qui est fait de pointillés, comme s'ils avaient compris que la lumière était faite d'entités discontinues. Parce qu'effectivement, en physique quantique, on peut pas avoir 1,5 quantum d'énergie. On définit un quantum, et c'est toujours un multiple entier de ce quantum. Par exemple, si je prends un exemple plus concret, une voiture, si on définit 20 km à l'heure comme quantum d'énergie, elle ne pourra rouler qu'à 20, 40, 60, 80, etc. C'est toujours un multiple de 20. Jamais vous la trouverez rouler à 37 ou à 48 km à l'heure. C'est interdit.
Donc, quand on a des sauts comme ça, on appelle ça une discontinuité. Comme la discontinuité est régulière, on appelle ça une quantification. La continuité, vous prenez une feuille de papier blanche, vous tracez avec un crayon à papier une droite. La droite est supposée être faite d'une infinité de points. Si vous prenez une gomme et vous enlevez certaines régions de la droite, vous passez d'un régime continu à un régime discontinu. Et si vous enlevez tous les 1/2 centimètre, 1 centimètre, c'est une discontinuité régulière. Ça s'appelle une quantification. Donc, ces différentes représentations montrent que l'Égypte avait au moins intuitivement compris que la lumière était granulaire, qu'elle transportait des paquets entiers d'énergie, et le paquet était illustré par un lotus de Lotus Trolatus, où la lumière était discontinue dans sa progression. Voilà. Donc, ce n'est que progressivement que la science et l'ésotérisme se sont séparés. D'ailleurs, pour Pythagore, la magie était l'une des sciences importantes dans son école. Il y avait la médecine, la magie, la musique. Les mathématiques étaient presque secondaires. On a retenu de Pythagore le mathématicien, un des premiers mathématiciens, mais il accordait beaucoup plus d'importance à la musique, à la magie et à la médecine. Olivier, tu veux réagir par rapport à la question ou à la réflexion de Dominique? Bon, je crois que sincèrement, je crois que Philippe, il a dit ce qu'il fallait dire. Non, moi, la seule chose que je pourrais rajouter, c'est que ce principe d'unité dont parle la personne qui a posé la question, ce principe d'unité, encore une fois, je ne sais pas si on peut véritablement l'atteindre. On peut le sentir, comment dire, en percevoir tous ces bienfaits. Mais est-ce que notre stade humain, notre évolution humaine en a a la capacité de toucher l'unité? Je ne sais pas. Moi, c'est une question que je me pose. Par contre, qu'on ait la nécessité d'aller vers elle, oui. Parce Oui. que, oui, vas-y. Bah, il y a ce que appelle Mircea Eliade la nostalgie de l'unité. Oui. C'est-à-dire qu'avant l'incarnation, si on croit qu'il y a une vie avant la vie, on était en relation avec cette unité, c'est-à-dire on était l'univers, et puis après on s'est incarné. Et en s'incarnant, on a perdu cette unité, il y a une espèce de nostalgie. Donc ce qui a fait dire au poète grec Pindare, là-haut, savoir c'est voir, ici savoir c'est se souvenir. C'est tout à fait ça. Donc, voilà. Donc, dans l'Égypte antique, il y avait une cosmogonie dans chaque cité, par exemple à Héliopolis, terme grec qui signifie la cité du soleil, il y avait un premier dieu, la première conscience, l'unité, Atum Mutem, qui va se diviser en différents dieux opposés et complémentaires, Shu et Tefnu, Set et Geb, voilà, Geb et Nut. Voilà, Geb c'est et Nut, dans l'ordre, c'est un thème. Osiris, Isis, Horus. Voilà, Geb et Nut, Osiris, Set et Nephthys, Osiris et Isis, Set et Nephthys, et jusqu'à Horus. C'était la fin de la division. Je Oui, pense qu'une des phrases clés dans le Horus Horus pourrait être le ressenti du monsieur quand il parle de l'aigle. C'est-à-dire que c'était un faucon, là, c'était le c'est un faucon. faucon. Alors, souvent on le met avec le bas, qui est l'âme. Enfin, voilà, c'est un terme qui est un peu étranger à l'Égypte antique, et c'est un oiseau qui est derrière les épaules d'un personnage. Je crois que le personnage, c'est Képhren. Et donc, il est supposé être le protecteur de la personne. Ah ben Et oui, oui. voilà. Mais l'Égypte avait compris ça parce que dans tous les livres des morts égyptiens, il y avait cette phrase, le début de la vie fut l'acte de dédoublement de l'unité primordiale en deux principes opposés et équilibrés l'un par rapport à l'autre, qui engendrent une nouvelle forme de vie. Donc le un devient deux. Et ce qui a fait dire à Pythagore, la naissance est la moitié d'un tout. Donc vous avez une partie de vous qui est à niveau séléka, lumineux, si on reste dans la coloration de l'Égypte antique, et vous qui êtes incarné. Donc on a une partie de nous qui ressent cette unité, une partie incarnée qui est un peu coupée de cette unité. Le fait d'être Tout à lié, fait. voilà, ça nous permet d'être hors unité et en ressenti d'unité. Donc on est tendu entre
l'unité, qui est une forme de nostalgie, et puis l'absence d'unité. Ouais. Et comme tu le dis, ce faucon, qui était l'animal protecteur des premiers pharaons, hein. Ah oui, tout à fait. Mhm. Donc, en fait, le faucon, il était posé, comme tu l'as dit, sur la nuque du pharaon. La nuque du pharaon représentant la connexion avec la puissance stellaire et la notion du pouvoir et de l'autorité. Quand Mhm. on dit l'homme de responsabilité, c'était l'homme qui était capable de dégager une force à partir de la nuque en Égypte. On regardait la puissance d'un homme non pas face à lui, mais derrière lui, par rapport à ce que dégageait sa nuque et le haut de son dos. Le haut de son dos était la puissance vitale et la puissance réelle du principe de responsabilité collective qui se dégageait par le pharaon. Et l'animal protecteur qui jouait l'animal protecteur avec ses ailes déployées derrière, c'était Horus, l'image du soleil sur Terre. Tout à fait. Et du coup, est-ce que le faucon, excusez-moi, moi je reviens toujours à la luminescence, hein. Bah, Est-ce il vaut que mieux, hein. On est là pour ça. Non, non, ça ne serait pas lumineux. ouais, ouais, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yasmine? Puis-je dire Attends, que attends, Dominique, excuse-nous. Juste voir s'il y a d'autres personnes, mon petit Dominique. Après, je te promets qu'on revient vers toi. Le but, c'est de partager. Yasmine, tu n'as pas une question de physique à poser dans tout cela? Non? Du côté de Gina, il n'y a pas de question non plus? Non? Moi, j'avais envie de te répondre, Sandrine, Alors, par rapport à la question que tu as att- posée à Philippe sur le fait que la pyramide, est-ce que ce serait une voie vers la luminescence? Et Philippe, tu disais que les pyramides, c'était des tombeaux, et on parlait de la transition, et dans le langage, le tombeau, c'est tombe haut. Et le mot tombe en français, on l'utilise beaucoup comme un état de transition pour changer d'état. On dit bien qu'on tombe, Oui, bien sûr. on dit bien qu'on tombe enceinte. Et du coup, dans ce tombeau, on passait dans un autre état et on allait, du coup, on tombait dans le haut. Alors peut-être le haut EAU dans ce retour à la source et peut-être dans le haut, le cercle dont on parlait pour revenir vers la luminescence. Voilà, Bah, je il y pense avait que dans je partageais ça. dans merci. la pyramide, oui, la mise en état d'un état de conscience modifié. Et ça permettait d'avoir des décorporations, de passer par le passage des morts, puisque finalement c'était une initiation. Et qu'est-ce que ça veut dire une initiation? C'est mourir à sa personnalité, c'est quitter le monde profane pour aller vers le monde sacré. Voilà. Donc il y avait différentes façons, hein. D'une certaine façon, vous avez ça aussi dans des états d'illumination mystique. Dans les cathédrales, vous avez toujours un point où vous avez une lumière particulière et surtout une sonorité perçue différemment entre l'oreille gauche et droite. Donc, si vous entendez d'une oreille 65 décibels et de l'autre 60, il y a 5 décibels de différence et ça vous met en onde θ. Donc, les bâtisseurs de cathédrales qui avaient été inspirés par l'Égypte, parce qu'il y a un ouvrage célèbre de Foucalini, un alchimiste, qui s'appelle Le mystère des cathédrales, où il rappelle que beaucoup de la symbolique de nos cathédrales viennent des croisades, donc de l'Égypte, hein, qui restait encore opérative. Mm. Voilà, c'est tout un. Je crois que c'est quoi philosopher, c'est mourir à ses croyances, voilà, et renaître à d'autres croyances. Donc, Jean Jaurès a dit mourir, c'est un glissement d'existence. Donc, ça avait pour but de mettre les gens dans une sorte de mort symbolique. Et c'est pas un tombeau au sens où on entend. Après, on peut faire usage de la langue des oiseaux, tomber de haut, etc., etc. Ouais. En Égypte, le mot mort n'existe pas. Non, il n'y a pas Il- vraiment de mort. non. Euh, voilà. En Égypte, on dit souvent, il disait non pas mourir, il disait renaître à la lumière du jour. Ouais, et les Grecs disaient, pour parler de la mort, fermer sa lumière. C'est-à-dire que la première chose qu'on a quand on se lève le matin, c'est la lumière. Mm. Donc, quand on ne voit plus la lumière,
c'est autre chose. Après, effectivement, il y avait, dans ces mondes invisibles, il y avait une très grande lumière, mais une lumière de différentes qualités. D'ailleurs, ce qu'on voit dans les NDE, les expériences aux frontières de la mort, il y a cette lumière évoquée par Raymond Moody qui est particulière, avec une intensité, une couleur, et qui est associée à une limite qui, si on la franchit, est la mort. Donc, voilà. Tout à fait. Une autre question? La Non. plus belle image de la luminescence est le soleil avec la pluie et sa brume qui se diffuse sous forme d'un arc-en-ciel. Ouais, c'est magnifique, ça. Une très belle image. Ouais. Ah oui, quand vous avez, par exemple, si vous allez aux chutes du Niagara, il y a des chutes d'une certaine hauteur, il y a beaucoup d'humidité et vous avez tous les jours des arcs-en-ciel. J'ai même vu des triples arcs-en-ciel. Ah. Oui, c'est Ouais. du phénomène de diffraction de la lumière sur les gouttes d'eau. Cette diffraction de la lumière, pour moi, c'est à la fois merveilleux et il y a ce petit sentiment de finesse dont je parlais tout à l'heure. La luminescence, ça peut être aussi un langage poétique, un langage esthétique. Hein. La luminescence, c'est cette capacité de faire sentir un indicible, un invisible, une dimension insoupçonnée à partir d'éléments visibles. Hein. La luminescence d'un être humain, c'est toute la capacité de son indicible qui s'exprime, la puissance de sa finesse intérieure qui s'exprime, sa sensibilité ultime. Et, voilà, donc je pense que, et c'est pour ça que la quête de l'intuition fait partie de la luminescence, parce que lorsque l'intuition nous guide, on a un indicible en nous qui s'exprime, quoi. Voilà. Donc, moi, je mettrai là-dedans. Il y a d'autres personnages, hein, qui ont parfaitement exprimé la luminescence. Je pense que dans les soufis, Rumi fait partie des gens qui ont touché l'indicible, hein, qui ont touché un esprit de luminescence. Plus proche de nous, un Khalil Gibran avec ses textes, avec cette puissance, ses expériences intérieures, sont des expériences de luminescence. C'est un feu qui vient des profondeurs, quoi, la luminescence. Oui, le texte peut allumer ce feu intérieur. Ouais. C'est Raymond Jablès qui disait chaque lettre d'une étincelle, le lecteur en lisant risque d'allumer un incendie. Et c'est un incendie intérieur de nous. Vous avez. Super. Alors, là, il nous reste à peu près moins de 10 minutes. Et alors, comme on voit que Olivier, il manipule beaucoup ses cartes, mais par contre, Ça ça te titille. Alors, non, ça me vous Ça concentre. accorder, détend. Ça est-ce qu'on peut vous détend. accorder 5 minutes à Ouais. chacun? C'est-à-dire que Philippe, est-ce que tu voudrais conclure pendant, tu vois, un laps de temps sur cette luminescence, sur tout ce qu'on a partagé? Et Olivier, si tu as envie de faire 2, 3 tours de cartes, vas-y, hein. Enfin, je sais pas, comme bon vous semble, messieurs. Sauf s'il y a des questions. Il n'y a plus de questions? Il n'y a pas de questions, toujours pas? Ok. Ok. Bah, on a parlé Ben, Oui, vas-y. à toi, Philippe. Avant de te laisser la place pour le tour de magie. Ouais, qu'on attend Ah tous. ouais. Oui, c'est quand on regarde la structure de l'atome, ça ressemble à un mini système solaire. Donc, vous avez au centre de l'atome un soleil intraatomique qui est globalement chargé positivement avec des protons et des neutrons. Les protons portent une charge positive, comme leur nom l'indique, positif, protons, et neutrons sont neutres. Et autour de ce noyau intraatomique, vous avez un nombre plus ou moins grand de planètes, toujours la même, on va dire la Terre. Traduit en langage plus physique, au centre de l'atome, vous avez un noyau nucléaire, et autour de ce noyau gravitent des électrons. Donc, quand un électron passe à un niveau supérieur, on appelle ça un saut. Un saut quantique, il peut passer d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. On appelle ça aussi une absorption. Mais après, en redescendant, il va réémettre la lumière qui lui a permis de passer exactement du niveau inférieur d'où il est parti jusqu'au niveau supérieur. Et donc, il y a des mouvements. Et c'est ça qui est intéressant, puisque depuis
le début, que ce soit le dialogue avec Jean-Claude Pascal ou Marie Schneebelen, on parle de mouvement intérieur. Je pense que l'électron, par ses mouvements, qui l'amènent à aller d'un niveau inférieur à un niveau supérieur et redescendre d'un niveau supérieur à un niveau inférieur, nous indique que cette lumière vient de nos mouvements intérieurs. Et donc, il y a plein d'auteurs, j'ai cité ce matin Pascal, qui a eu une nuit feu, une nuit qui lui a permis d'avoir une espèce de, oui, de luminescence, de transcendance. Et il y a ces mouvements intérieurs. Effectivement, les soufis ont beaucoup réfléchi sur la lumière et comment la déclencher par des mouvements, les derviches tourneurs, etc. Donc le mouvement et la lumière intérieure sont liés, que ce soit un mouvement psychologique ou un mouvement corporel. Donc il y a cette notion. Alors il faut bien dire que la lumière est l'information suprême de l'univers. Et le prince Louis de Broglie, qui fut le prix Nobel de physique en 1929, disait si on comprenait ce qu'est un rayon lumineux, on ferait un saut énorme de progression dans la compréhension de l'univers. Donc la lumière est un voyageur de temps. Une étoile morte nous envoie de la lumière. Comme l'univers est en expansion, on la recueille après la mort de l'étoile. Donc la lumière est un messager. Elle est un messager du temps. Elle nous donne des informations qui sont nées il y a des milliards d'années. Peut-être que la source est morte, la source de l'étoile, mais la lumière est toujours vivante. Alors, on a encore beaucoup de travail à faire. On s'est rendu compte que dans certaines circonstances, une lumière à basse température pouvait se comporter comme une onde d'eau ou un liquide, un fluide. Elle se comporte pas comme une lumière habituelle. Quand une lumière rencontre un obstacle matériel, elle peut être diffusée, diffractée, réfléchie, absorbée. Là, c'est comme un océan qui rencontrerait une vague, un rocher, et ça crée des vagues. Donc c'est vraiment très curieux, c'est-à-dire on a un état de la matière qui est presque liquide. On a la lumière habituelle. On s'est rendu compte que il y a différents états de la lumière. On n'en a vu que quelques-uns. Donc, je pense que dans les années à venir, on s'apercevra que la consistance fondamentale de l'univers, c'est la lumière, la luminescence, puisque pour une particule comme le proton, il y a 2 milliards de photons. Donc, de toute évidence, dans l'univers, c'est la lumière qui est abondante et la matière qui est rare. Ici, par notre culture, on a inversé. On a considéré que la lumière était secondaire, anecdotique, et que la matière était primordiale. Or, ce que nous montre l'Égypte, c'est qu'ils ont accordé autant d'importance à la lumière, mais c'est vrai aussi pour les Incas, les Mayas, les Aztèques d'une façon générale, les Toltecs aussi, c'est qu'ils avaient compris que la lumière était le constituant fondamental de l'univers. On peut même dire que la matière, c'est de la lumière condensée. Quant à Robert Grosseteste, il considérait que la lumière, c'est vraiment notre corps physique, c'est de la lumière condensée. Donc, lumière et matière, on peut dire que la lumière, c'est ce qui s'est échappé d'un atome, c'est ce qui s'est émancipé vis-à-vis de la matière. Joli. Et c'est intéressant de regarder que la peinture évolue de plus en plus, je pense à James Turrell, vers des compositions avec des lasers. C'est-à-dire que la lumière s'est affranchie de la matière. On n'a plus besoin d'avoir une toile habituelle. La lumière est indépendante de la matière, ce qui prouve qu'il y a une espèce d'évolution. Les artistes ont souvent précédé les évolutions de la société. Et donc la lumière est en train de s'émanciper de la matière, et peut-être qu'on est en train de passer à un monde post-matérialiste. On se rend compte que l'ingrédient fondamental de l'univers, c'est la lumière. Et la matière, évidemment, est présente. Mais c'est quoi être matérialiste, puisqu'un atome est vide à 99 et après la virgule, il y a 6 ou 7 9. Donc ce qu'on appelle le matérialisme, c'est le 0, virgule, après le virgule, il y a 6 ou 7 zéros et un 1. Alors, on est une curieuse société parce que dans notre société, une vie réussie, c'est un chiffre entier avec beaucoup de zéros
derrière le chiffre entier, et le 0, c'est un chiffre qui tourne autour du rien. Vous avez des civilisations comme les Tibétains ou les Indiens, où le cercle est un mandala, il tourne autour du néant, qui est un concept métaphysique. Quelqu'un a dit, pour un commerçant, un chiffre d'affaires, c'est un nombre, et pour un banquier, c'est un nombre plus une date. Donc, il y a une espèce il faut que les gens se réapproprient la vraie structure de l'univers, qui n'est pas un univers majoritairement matériel, mais au contraire un univers matériellement minoritaire avec beaucoup de lumière. Merci beaucoup, Philippe. Olivier, on touche à notre fin là, de cette table Le ronde. tour de magie, le tour de magie. Voilà, allez, un dernier tour de magie. Allez, cher Olivier. Bon, ouais. Sauf si tu avais Allez. un mot à dire, tu préférais dire un petit mot avant? Un tour de magie Moi, qui nous j'aimerais pousse sur la seulement luminescence. terminer par un petit mot. Je crois qu'il y a, c'est Philippe de Champaigne. Philippe de Champaigne, il a fait une peinture de Saint-Augustin qui, pour moi, représente parfaitement la luminescence. Philippe de Champaigne. Et il représente ce dessin représente Saint-Augustin, la lumière venant de Dieu, qui vient éclairer le cœur qu'il porte dans sa main. Et cette lumière vient éclairer le cœur qu'il porte dans sa main, oui, c'est ça, et il vient ensuite de nouveau se refléter dans sa tête. C'est-à-dire que un homme qui pense bien a d'abord une pensée qui est passée par le langage du cœur. Voilà. Donc, c'est comme ça que je vois la luminescence comme étant le cœur apaisé qui devient un réceptacle de lumière. Voilà. Tout à fait. Et moi, je finirai Dis-moi. Je finirai par une citation de Jean Genot: lorsque les mystères sont malins, ils se cachent dans la lumière. Ah, c'est beau. Ah, voilà. Alors, voilà, donc il faut qu'on arrête. Mais Merci. c'était le tour de magie, ça. Voilà, allez, Voilà, c'est bien. c'était le tour de On magie. écoute voilà. Mille merci à vous deux. Mille merci à vous deux. Mille merci à cet auditoire qui est là depuis ce matin et qui a assimilé beaucoup d'informations. Donc voilà, il est temps qu'on se quitte. Vous pouvez remettre les micros, l'auditoire. On va se dire un au revoir tous, voilà, tout présent. Et merci beaucoup de clôturer cette première journée de cette trilogie. Et voilà, et on voit que c'est très riche et voilà, il y a beaucoup de choses là, dans la tête, dans le cœur. Et mille merci à vous deux d'avoir animé cette table ronde. Et merci à toi et à vous deux de mettre ça en place. Karine et Sandrine. Voilà. Tout à fait. Tour de magie. Non, pas maintenant, c'est la prochaine fois. La prochaine fois, faut pas... Voilà, on en a eu tout à l'heure, Philippe, mais tu sais, voilà. Merci beaucoup pour l'auditoire. À demain. À demain. Et Philippe, je te rappelle dans la semaine. Je te rappelle dans la semaine. Pas de problème. Merci. Allez, bisous. Allez, bonne suite à vous. Au revoir.